Voici l'aérogel, le solide le plus léger et le moins dense du monde. Ce morceau a une masse de seulement 1,22 g. C'est seulement quelquefois la masse du même volume d'air, ce qui a du sens car il est composé à 99,8% d'air. En fait, certains aérogels sont si légers que si vous en retiriez tout l'air, il serait moins dense que l'air. Je suis fasciné depuis longtemps par l'aérogel, alors je suis allé chez Aerogel Technologies à Boston pour découvrir pourquoi l'aérogel a été inventé. Comment est-il fabriqué? Pourquoi est-il un si bon isolant thermique? Et à quoi sert-il? Bon, nous allons essayer une expérience pour démontrer le pouvoir isolant de l'aérogel. Ici, nous avons deux dispositifs, l'un avec une boîte de pétri en verre et l'autre avec de l'aérogel dessus. Les deux sont faits de silice mais avec des structures physiques très différentes. Nous allons voir combien de temps il faut pour faire fondre ces lapins en chocolat avec un bec Bunsen. Pour observer l'expérience, nous avons une caméra FLIR T1020 capable de mesurer jusqu'à 2000 degrés Celsius. On dirait que ça chauffe bien. Oui, on voit déjà que le verre devient très chaud. Et après seulement 1 minute... Ça commence à fumer. Ah d'accord. Ça fond et ça fume clairement. Oh oui. Voilà, ça fond et ça fume. Oui, voilà, je dirais qu'on a un changement de phase. Nous avons une situation de chocolat liquide. Ici, un lapin qui fume. En fait, le lapin est en train de fondre et regardez, il penche un peu sur le côté. D'accord, je pense qu'on peut dire qu'il a fondu. C'est quoi ça? Oh, parfaitement synchro, je dirais que c'est une défaillance du matériau. Non seulement ça a fondu rapidement, mais la boîte de pétri a fissuré à cause de la dilatation thermique. Essayons maintenant avec l'aérogel. Alors comment l'aérogel a-t-il été inventé? En 1931, un professeur nommé Samuel Kistler a fait un pari avec son collègue Charles Learned. Le pari concernait les gelées, comme celle de la confiture. Les gelées sont en réalité une combinaison de liquide et de solide. Elles sont surtout liquides, mais emprisonnées dans une structure solide en 3 dimensions. Si vous pensez à de la gélatine, elle a un squelette avec des pores nanométriques qui lui donnent sa rigidité et cela représente environ 1% du gel. Donc le pari était celui-ci. Pouvait-on retirer le liquide de la gelée sans affecter la structure solide? Si vous évaporez simplement le liquide, la structure solide rétrécit, car les molécules de liquide, en s'évaporant, tirent sur la structure et la font s'effondrer de l'intérieur. Samuel Kistler a résolu ce problème de 2 façons. D'abord, il a compris qu'on pouvait remplacer un liquide par un autre à l'intérieur de la gelée, en la lavant soigneusement, par exemple remplacer l'eau par de l'alcool. Ensuite, il a placé la gelée dans un autoclave. En la chauffant jusqu'au point critique du liquide, celui-ci se transforme en fluide supercritique, à mi-chemin entre liquide et gaz. À ce stade, il n'y a plus de distinction entre liquide et gaz. Les molécules n'exercent plus de traction les unes sur les autres. Et donc, une fois la dépressurisation terminée, le squelette solide, ce 1% de masse, reste intact. Les pores auparavant remplis de liquide sont maintenant remplis de gaz. Et ce squelette nanoporeux est ce qu'on appelle l'aérogel. Kistler publia ses résultats dans Nature en 1931. Ça chauffe bien comme on le voit avec la caméra thermique, mais après presque 3 minutes, aucun signe de chocolat fondu. Nous allons donc utiliser un thermocouple pour vérifier la température sous le lapin, c'est-à-dire sous l'aérogel, et voir la température de la flamme. On voit un peu que certaines parties du lapin chauffent, mais pas le dessous, plutôt autour. Exactement. La chaleur convective monte et contourne l'aérogel. On voit bien que ça rougit. Et après 4 minutes, le lapin commence à ramollir. Mais c'est encore très bien, vu comme il est facile de faire fondre du chocolat. Je peux mettre mon doigt ici? Fais attention. C'est pas que c'est chaud, c'est juste cassant. Exact. Mais oui, totalement froid au toucher, non? C'est juste tiède au toucher. Il a fabriqué des aérogels avec toutes sortes de choses, même avec des œufs. Il en a fait avec du caoutchouc, avec de la nitrocellulose. Et parmi ceux-ci, il y avait la silice. D'ailleurs, juste ici sur la table, j'ai quelques exemples de gel de silice. Ceci est un gel de silice humide. C'est un peu caoutchouteux, je peux en découper un morceau.
Il contient 97% d'alcool dans ses pores et les 3% restants sont de la silice amorphe solide. Je peux le toucher? Oui, bien sûr, c'est un peu caoutchouteux, pas très solide. Est-ce que je l'ai fissuré ou il était déjà fendu? Non, c'est très facile à casser, très friable. L'étape suivante est de remplacer l'alcool du gel par du dioxyde de carbone liquide. Nous allons voir du CO2 liquide. Le CO2 liquide a l'avantage d'être ininflammable et en plus il a une température critique basse. Ouvre-le et... Oui, je le vois s'infiltrer dedans. Oui, ça s'infiltre. C'est juste un autre solvant. On voit clairement que c'est beaucoup plus frais au-dessus. C'est quoi la température en dessous? On est à 600 pour l'instant. 600 degrés Celsius. C'est 1250 degrés Fahrenheit en ce moment. Remarquez où le lapin fond. Il fond sur le bord, là où la chaleur, la flamme, grimpe et passe par-dessus. Donc encore une fois, c'est... Oh, lapin à terre! Eh bien, pas un mauvais résultat. Non, pas un mauvais résultat du tout. J'ai envie de goûter un peu de ce chocolat ici. C'est chaud. C'est tiède Tiède. et délicieux. Comme une fondue? C'était super. Une fois que le CO2 liquide a rempli tous les pores du gel, il est temps de le rendre super critique. Je dirais que c'était presque une expérience spirituelle, la première fois que j'ai vu un fluide super critique. Nous allons y arriver. J'adore à quel point tu es passionné par ces autoclaves. J'adore les aérogels. Pour obtenir un fluide super critique, on peut chauffer ça avec un sèche-cheveux, en fait. En approchant du point critique, la surface du liquide devient un peu floue. Bizarre, hein? On dirait de drôles de vagues là-dedans. Je vais accélérer pour que vous voyez la surface disparaître complètement. Vous regardez maintenant le fluide supercritique de CO2. Dans cet état, le CO2 peut être évacué sans affecter la structure solide, et ce qui reste, c'est de l'aérogel. Si vous regardez l'aérogel sur un fond clair, il est presque invisible car il est assez transparent. Mais si vous le regardez sur un fond sombre, vous verrez qu'il a une légère teinte bleutée. C'est pour la même raison que le ciel est bleu, toutes ces minuscules structures nanométriques diffusent la lumière selon la diffusion de Rayleigh. Et l'intensité de la lumière diffusée est proportionnelle à 1 sur la longueur d'onde à la puissance 4. Cela signifie qu'il diffuse beaucoup plus le bleu que le jaune ou le rouge. Pour cette raison, l'aérogel paraît opaque aux ultraviolets et transparent à l'infrarouge. Alors, à votre avis, à quoi cela ressemblerait-il si je le tenais face au ciel bleu? Qu'est-ce que tu penses qu'on verrait? Est-ce que ça aurait l'air ultra bleu? Non, ça paraît jaune, et c'est parce que l'aérogel diffuse en fait la lumière bleue. Et donc ce qui passe à travers et arrive à nos yeux, ce sont les longueurs d'onde plus grandes, comme les jaunes et les oranges. C'est essentiellement le même effet que lorsqu'on regarde un coucher de soleil. Quand tu vois les jaunes et les oranges d'un coucher de soleil, c'est parce que la lumière bleue a déjà été diffusée par l'atmosphère que la lumière a dû traverser avant d'atteindre tes yeux. Donc en gros, regarder un aérogel contre le ciel bleu, c'est comme regarder un coucher de soleil portable. Les pores à l'échelle nanométrique de l'aérogel sont aussi ce qui en fait un si bon isolant thermique. C'est génial. Ça a l'air chaud. C'est clairement chaud. On pourrait penser que parce que l'aérogel est composé en grande partie d'air, environ 99%, il a les mêmes propriétés thermiques que l'air. Mais ce n'est pas le cas. C'est en fait un meilleur isolant que l'air. C'est parce que la largeur des pores est plus petite que la distance que parcourent en moyenne les molécules d'air avant de heurter quelque chose, ce qu'on appelle leur libre parcours moyen. Et il est vraiment difficile pour les molécules d'air chaudes et rapides, situées sous l'aérogel, de le traverser et de transférer la chaleur vers le haut. C'est ce qu'on appelle l'effet de Knudsen. C'est tellement étrange parce que, tu sais, on ne s'attend pas à ce que quelque chose de transparent bloque si bien la chaleur, mais ça le fait vraiment. Et c'est pour ça que la NASA a utilisé l'isolation en aérogel sur le rover Sojourner, Spirit et Opportunity, le rover Curiosity, et prévoit de l'utiliser dans de futures missions vers Mars. Pourquoi a-t-il besoin d'isolation? Pour l'électronique, parce qu'ils ne veulent pas que les composants électroniques gèlent pendant les nuits froides sur Mars.
La NASA a aussi utilisé l'aérogel à des fins plus exotiques, notamment pour capturer de la poussière d'une comète dans le cadre de la mission Stardust. Donc les particules se déplaçaient à environ 6 km par seconde par rapport à l'aérogel. Alors, quand elles frappent l'aérogel, comme c'est un matériau de très faible densité, très poreux, les particules pénètrent en fait dans l'aérogel et au fur et à mesure qu'elles traversent l'aérogel, elles brisent en gros le réseau qui compose l'aérogel. Elles perdent peu à peu de l'énergie et finissent par s'arrêter. C'est pratique pour capturer les particules, parce que si une particule comme ça frappait une surface solide, elle s'arrêterait, tu sais, immédiatement et se vaporiserait. Alors, doit-on s'attendre à voir l'aérogel dans notre vie quotidienne bientôt? L'une de mes blagues récurrentes est que lorsqu'ils construiront des gratte-ciel en Antarctique, ils utiliseront l'aérogel comme isolant thermique. Pourquoi tu dis ça? Eh bien, parce que là, ils se soucieraient vraiment de son efficacité thermique, vu qu'il ferait tellement froid. Exact. Donc, au lieu d'avoir 3 mètres de fibre de verre comme isolant, tu pourrais avoir environ 15 cm d'aérogel. Les scientifiques travaillent actuellement à réduire les coûts et à augmenter la durabilité. Et c'est vrai, certains ont un peu d'élasticité, voilà, donc ce n'est pas difficile à casser. Ils ont déjà fait beaucoup de progrès. Par exemple, l'aérogel de silice d'origine est hydrophile. Voilà, et maintenant voici un aérogel hydrophile. Donc une fois qu'on a fait ça, est-ce que ce morceau d'aérogel est foutu maintenant? Oui, à peu près. Mais il existe des moyens de le rendre imperméable. Donc si vous voulez voir ça et tous les autres aérogels de nouvelle génération, abonnez-vous à la chaîne et ça pourrait bien être le début d'une trilogie sur les aérogels.